Bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc on va parler de rédaction web, comment gagner sa vie en tant que rédacteur web. Donc si toi actuellement tu sors du Covid et que tu as envie en fin de compte de changer de vie, d'avoir une vie un peu plus cool, même si tu peux gagner un peu moins ou peut-être plus, je sais pas, après ça dépend de tes compétences. Donc j'ai invité une experte qui va te parler en fin de compte de la rédaction web. Donc je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Comment être un freelance rentable? Mon partenaire actuellement donc, te propose une formation gratuite pour devenir un bon freelance, parce qu'il existe précisément deux types de freelance, ceux qui ont un bon revenu sûr et peuvent choisir leurs clients, les autres qui doivent accepter de travailler avec n'importe qui, même les clients les plus compliqués. Il y a bien sûr beaucoup de raisons à cette différence de réussite, mais l'une des causes principales c'est de savoir se vendre et de bien marketer son service. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir une stratégie précise pour acquérir des clients et tout ça sans être un vendeur né. Dans cette formation gratuite, tu vas apprendre à trouver plus de clients, prouver ta valeur sans avoir besoin de réellement vendre, construire ton réseau même en partant de zéro et enfin pouvoir vendre plus cher et automatiser et déléguer tes tâches. Pour recevoir la formation gratuitement par email, tu peux aller sur le lien suivant thierry-henry.fr/freelance, donc thierry-henry.fr/freelance. Donc de retour après avoir remercié le sponsor, aujourd'hui j'ai comme invité une experte qui est donc Lucie Rondelet. Si tu la suis sur YouTube, tu vois qu'elle propose vraiment du bon contenu. Ça tombe bien, elle a aussi une formation qu'elle va nous présenter tout le long en fin de compte de l'épisode. Donc on va parler donc bien sûr du métier, des compétences qu'il faut avoir, de combien on peut gagner. Donc ça sera plutôt à la fin, donc il faut rester jusqu'à la fin. Et puis à la fin de l'épisode, je te donnerai donc tous les liens pour aller sur les différents sites qu'elle propose, ou sinon utiliser les services des personnes qu'elle a formées. Donc il y a plus d'une centaine de personnes qu'elle a formées, donc c'est intéressant si tu veux passer par un pro et ne pas te faire avoir en ayant des gens qui n'écrivent pas de la qualité. Donc avant ça, je te demande de commenter après l'épisode bien sûr, de liker, de partager. Ça aide le podcast, donc je le répète, mais bon, voilà, on travaille, donc ce serait bien en fin de compte qu'on ait un peu de retour avec ces petits détails qui sont simples et pas très compliqués. Donc je te dis à tout de suite avec Lucie. Salut Lucie, comment tu vas? Salut Thierry, ça va très bien et toi? Oui, très bien, merci. Donc merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Je vais te poser plusieurs questions, même si moi je suis plus vraiment dans le blogging, même si là on va plus parler de rédaction web, mais on va aussi parler développer un peu le SEO et tout ce qui va autour. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et on va parler de comment devenir rédacteur web et comment gagner sa vie avec. D'accord, donc je suis Lucie Rondelet, j'ai créé le site et le blog formation-rédaction-web.com, je précise les tirés puisque... Tiré du 6. Oui, les tirés du 6, oui. Formation-rédaction-web.com. J'ai créé ce blog en 2017 et j'ai lancé une formation en février 2018 pour aider les personnes qui me suivaient à devenir rédacteur web professionnel freelance. Donc, j'ai créé en fait une formation en e-learning en 6 mois qui permet vraiment d'apprendre le métier en tant que freelance, donc avec tout ce qui tourne autour de la création d'entreprise, etc., le mindset de l'entrepreneur aussi, l'organisation. Et donc, il y a aussi 2 modules sur le SEO. Et à la fin de ces 6 mois, les élèves sont prêts pour attaquer leur nouvelle vie d'indépendant, de freelance en tant que rédacteur web. D'accord. Et donc, depuis le début, aujourd'hui, j'ai dépassé le millier d'élèves et du coup, je continue à travailler sur mon blog, ma chaîne YouTube. On a refondu le site il n'y a pas longtemps, donc il y a une jolie identité visuelle sympa qui a été créée à la main par une graphiste, donc j'en suis très contente. C'est pour ça que je le précise. Tu peux la nommer parce que j'ai été voir sur le site aussi, son site à elle, même s'il est en anglais, mais bon, heureusement je parle anglais. Oui, elle habite à Perth. Tu peux la nommer. Oui, oui, bien sûr, c'est Morgane Gage, Guedj. Elle est vraiment très talentueuse. Et donc, comme je te disais, elle est à Perth en Australie. Donc, comme moi, je suis en Nouvelle-Calédonie, on n'a que 3 heures de décalage horaire, ce qui est très pratique pour travailler ensemble. C'est aussi elle qui travaille sur toute l'identité visuelle de mon futur site, La Rédac du Web, qui est une refonte de mon site actuel, qui est une marketplace de rédacteurs web et qui sera bientôt en ligne.
Voilà, pour commander du contenu rédactionnel directement au rédacteur via la plateforme avec paiement en ligne, etc. Donc ça, on va en parler après parce que j'ai vu, j'étais étonné, je me suis dit, ah, mais t'as fait alors, en plus d'avoir 10 000 abonnés, donc bravo, tu as fait un grand bond aussi dans l'entrepreneuriat, donc j'ai vu que tu avais, je sais pas, il y avait, allez, c'était une équipe de foot, quoi. Il y avait Oui, environ 15, alors 20 rédactrices, je me suis dit, waouh, on n'a pas tout le monde sur la page équipe, mais d'accord. on est 13 on est 14 avec moi. Je crois que j'ai 13 personnes dans mon équipe. Bon, Ça a bougé, donc. avant d'aller sur ça, on va reparler à la fin, donc tu me rappelleras si j'oublie. Juste développer un peu plus, parce que tu n'as pas trop parlé de toi, donc tu as quel âge, les enfants, la famille, qu'est-ce que tu as fait avant la rédaction web, comme ça qu'on comprenne mieux. Oui, alors moi j'ai eu un parcours vraiment en dents de scie. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs, donc mes parents étaient commerçants. Ils ont vendu plein de choses, du cuir, des bijoux indiens. C'était un peu des hippies des Cévennes. Et ils voulaient pas avoir de patron. Et donc, ils ont toute leur vie professionnelle essayé de vivre en vendant des petites choses. Voilà, on vendait sur la fin, ils vendaient des paniers. Donc moi, j'ai passé toute mon enfance sur les marchés avec mes parents. Donc j'allais avec eux pendant les vacances, les mercredis, etc. Donc voilà, j'ai vraiment eu cette notion à la fois d'entrepreneuriat où je me suis toujours dit jamais je serai entrepreneur, jamais je créerai mon entreprise. Je veux absolument être salarié, être au chaud et avoir un salaire à la fin du mois et jamais me poser la question de combien on a gagné, quel est le chiffre d'affaires et combien il nous reste parce que c'était toutes les discussions tous les soirs à table, c'était ça. Donc j'ai grandi dans le Gard entre Nîmes et Montpellier. J'ai une grande sœur. Aujourd'hui, donc j'ai 35 ans. J'ai fait des études. J'ai été à la fac d'espagnol, puis il y avait eu les réformes du CPE et tout ça. J'ai fait l'histoire de l'art aussi, puis avec la fac qui était fermée et en grève. Moi, c'était une époque où je travaillais à la fois au McDo, en boîte de nuit et je faisais des animations dans les supermarchés, tu sais, où je faisais goûter le saucisson et tout. Donc, du coup, j'avais un peu de tout de côté. Et comme la fac était fermée à cause des grèves du CPE, je suis partie au Japon où je suis devenue professeure de français parce que j'avais déjà créé des groupes d'échange avec des étudiants japonais à ma fac. Donc, j'ai mis un premier pied dans l'enseignement du français, sauf que j'avais 21 ans, donc j'ai complètement improvisé. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai passé un BTS tourisme et j'ai travaillé, tu sais, dans des centres de vacances chez Odalis, plus précisément. Et j'ai suivi mon compagnon de l'époque en Guyane. Donc, tout ce que j'avais fait ne m'a servi à rien. J'ai passé un diplôme de FLE quand j'étais en Guyane et que j'ai validé. Et puis Diplôme de ensuite, FLE, je suis c'est quoi partie. diplôme de FLE? Ah oui, pardon, FLE, c'est français langue étrangère. Donc, c'est un Ok, diplôme pour enseigner le français aux étrangers. Parce que je me suis dit, voilà, si on voyage, il faut que j'ai un bagage pour pouvoir travailler n'importe où. Et avec un diplôme comme ça, tu peux travailler dans les alliances françaises et tout ça, n'importe où, puisque tu enseignes le français partout où tu vas. d'accord. Donc, j'ai passé ce diplôme de FLE qui m'a servi à rien en Guyane, puisqu'on est parti en Martinique. Et là-bas, donc, j'ai continué à être agent de voyage. Et j'ai commencé la rédaction web là-bas. Puis j'ai eu notre première fille. Puis on est parti en Nouvelle-Calédonie où j'ai créé mon entreprise de rédaction web en 2015. J'ai eu ma deuxième fille. Et depuis, j'ai créé mon blog. Je me suis séparée et je vis à 3000% de mes business en ligne, sachant que j'ai formation rédaction web, j'ai la rédac du web qui est la marketplace, mais pour l'instant ne me rapporte rien, c'est juste une plateforme de mise en relation avec mes anciens élèves. Mais j'ai aussi un autre site qui s'appelle Celle qui ose, donc c'est Celle au pluriel qui ose. C'est pour aider les femmes à entreprendre sur le web. Mais c'est un blog qui, pour l'instant, est encore assez peu développé. J'ai manqué de temps parce que j'ai eu trop de projets ces dernières années. Et j'aimerais beaucoup le retravailler dans les mois qui viennent, donc ajouter beaucoup de contenu dessus. D'accord. Bon, ben parfait. Comme ça, on te connaît bien. Donc moi, j'avais suivi tout ça, donc je le savais. Mais bon, tant qu'à faire, je me suis dit, on va poser des questions pour que tout le monde te connaisse. On ne sait jamais si on veut te. Souvent, les gens aiment bien connaître la personne avec qui ils travaillent. Donc, ben merci à toi. Donc, on voit bien que tu as un parcours. C'est marrant, c'est que
as dit que tu voulais pas devenir entrepreneur, tu l'as quand même devenu. Donc, c'est plutôt un hasard ou c'est que tu n'avais pas envie d'entreprendre autrement en fin de compte? Tu te dis, voilà, j'ai pas envie de revenir dans mon travail, j'ai fait le tour, j'ai pas envie de dépendre. Qu'est-ce qui fait? C'est les enfants qui ont fait que tu t'es dit, bah, je vais me mettre à mon compte, c'est plus simple. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais salariée, je l'ai pas été longtemps dans ma vie, hein, finalement. Quand j'étais salariée, j'avais un salaire à la fin du mois, ok, mais en fait, c'était à peu près toujours le même. Alors, j'avais pas mal de primes en tant qu'agent de voyage, euh, mais voilà, je plafonnais vite. J'étais avec quelqu'un qui était cadre sup et qui dépensait beaucoup. C'était très dur pour moi de suivre le rythme. En plus de ça, il avait beaucoup plus de vacances que moi. Ce qui fait que en fait, j'étais frustrée tout le temps. Je me souviens, tous les 6 du mois, en moyenne, j'étais à découvert. Ah ouais. J'arrivais vers la trentaine, j'avais zéro épargne. Je pouvais pas poser des vacances quand je le voulais. On était expat, donc en fait, quand tu es expat, c'est le piège et que tu es salarié, c'est que dès que tu as des vacances, tu as envie de voir ta famille, donc tu rentres. Si tu as le budget pour rentrer, tu rentres. Donc tu passes toutes tes économies, si tu en as, dans ton billet d'avion. Et du coup, ben, en fait, tu visites pas du tout l'endroit où tu es, puisqu'à chaque fois que tu as des vacances, tu rentres voir la famille, ce qui fait que tu profites pas. Tu vois, tu peux habiter en Guyane et pas aller au Brésil, tu peux habiter dans les Caraïbes et ne pas aller à Punta Cana, quoi. Ouais, surtout que, Donc, surtout que le billet en partant de Guyane ou de Nouméa, il doit pas être donné. Donc, oui, voilà. en Donc, plus. moi, je me suis dit, voilà, aller demander l'autorisation à quelqu'un pour avoir des vacances, demander l'autorisation à quelqu'un, voilà, pour amener ma fille chez le docteur. Ben, en fait, j'ai pas envie de perdre ma vie à la gagner. J'ai vraiment envie, finalement, d'être libre, quel que soit ce que je gagne, en fait, parce qu'au départ, je voulais juste être libre et ne plus avoir de patron, parce qu'en plus, je suis très force de proposition. Quand j'étais salariée, j'avais 10 000 idées en tête. J'avais envie de développer la page Facebook. Je faisais des brochures, j'appelais les contacts, je créais des partenariats. J'étais mais à fond parce que je ne, enfin, je m'ennuie très vite si je fais rien. Du coup, contrairement aux collègues qui regardaient Desperate Housewives en streaming quand il n'y avait pas de clients, moi, je faisais plein de trucs pour l'entreprise parce que ça me plaisait. Mais du coup, je restais voilà au SMIC et il y avait pratiquement zéro reconnaissance sur toutes les initiatives que je prenais. On me disait merci, mais il n'y avait pas de perspective d'évolution extraordinaire en agence de voyage. Ah, je pense qu'il y a plein de gens qui se voient en toi, là, ils disent, ah là là, c'est pas possible, je galère dans une boîte et j'arrive pas à avancer. Donc c'est bien. Donc, pour ceux qui sont rédacteurs, donc, écoutez bien, parce que là, peut-être que ça va, enfin, Lucie va vous donner une solution, hein. Euh, donc, on va parler donc sur le métier de rédacteur. C'est quoi pour toi un rédacteur web? C'est quoi une définition pour Un, toi? un rédacteur web, c'est une personne qui va écrire du contenu donc rédactionnel pour une entreprise. Donc, entreprise par entreprise, on, on- on comprend aussi les artisans, les auto-entrepreneurs, les coachs, les professions libérales, tout. Et aussi les grandes entreprises. Donc, le rédacteur web va écrire le contenu rédactionnel des sites web et pourquoi pas aussi, ça arrive, les plaquettes de présentation, les newsletters, un peu de community management si la personne est graphiste ou travaille avec un graphiste. Donc, tout ce qui est contenu rédactionnel et identité éditoriale, eh bien, le rédacteur web peut s'en occuper. Donc, il écrit, il est finalement la voix ou, ou la plume de son client. Donc, le vrai rédacteur web va vraiment s'imprégner de tout l'univers du client, de comprendre ses valeurs, comprendre le ton qu'il utilise. Est-ce qu'il est plutôt dans l'humour? Est-ce qu'il est très sérieux, corporate? Et donc, à partir de tous ces éléments et bien sûr d'une excellente formation, bien sûr, il va écrire tous les contenus pour les sites web, les blogs, etc. Donc, c'est quelqu'un qui écrit à votre place pour valoriser votre marque et pourquoi pas pour les rédacteurs web SEO, améliorer le référencement sur Google. Donc, tu as bien précisé qu'il faut pas juste être rédacteur, parce qu'il y en a plein qui se disent, j'entends souvent sur Internet et ailleurs, qu'ils adorent écrire,
Mais il faut, en plus d'avoir écrit, avoir des compétences, comme tu le disais, avant même que tu sois entrepreneuse plutôt. Tu avais des compétences en community management, tu étais intéressé par d'autres choses, ce qui fait que ça t'a peut-être aidé un peu plus. Tu n'étais pas juste une rédactrice web, tu faisais autre chose autour, en fin de compte. Tu pouvais proposer d'autres services. Moi, depuis toujours, j'étais vraiment une geek quand j'étais ado. Je démontais les ordinateurs, j'achetais des morceaux puces, je fabriquais tu sais, c'était l'époque des tours que tu as peut-être connu. Si, j'ai connu, ouais. Euh, oui, donc j'ai fait des sites en HTML au début. C'est vrai que j'ai toujours aimé ça c'est sûr. Et après, j'aimais bien aussi les réseaux sociaux. J'aime bien voir comment réagissent les gens. J'aime bien aussi la psychologie. Euh, donc ça aide. Et après, j'ai toujours eu à l'école des très bonnes notes en français. Ça a toujours été mon point fort. C'est pour ça aussi que j'avais fait FLE. Et j'adore aussi tout ce qui est pédagogie, enseignement. Bon, ça c'est pour le côté formatrice. Mais en tout cas, je suis sûre que ça m'a aidé dans mes débuts en rédaction web. Et c'est quoi, en fin de compte, les qualités, ce que tu l'as un peu dit avant, les qualités d'un bon rédacteur web? Le bon rédacteur web, donc déjà, il doit être bon en orthographe, style, mais il y a d'autres choses qu'on dit moins, c'est qu'il doit réussir à avoir une pensée assez structurée. Il doit être capable de tenir un fil conducteur, de tenir le lecteur en haleine avec, si possible, des phrases courtes. Il doit avoir un vocabulaire riche, savoir utiliser très facilement les synonymes, tout le champ lexical d'un mot. Et puis ensuite, il doit être très curieux et empathique, puisqu'il faut vraiment se plonger dans l'univers du client pour réussir à vraiment écrire à sa place. Donc ça, on peut pas. Un bon rédacteur web ne travaille pas dans la superficialité. Tu es obligé d'aller dans le fond des choses, quitte à faire des rendez-vous Skype avec ton client, vraiment le comprendre, l'écouter pour faire des bons textes. Et pareil pour l'univers de l'entreprise. Donc ça, c'est des qualités que tout le monde n'a pas. Après, il faut aussi être bon, avoir un bon relationnel, puisque quand tu es rédacteur web freelance, bah, tu gères ton entreprise. Donc si tu es désagréable avec les clients, bah, c'est mort. Et avoir une bonne organisation, puisqu'après, bah, tous les mois, il faut que tu fasses tes déclarations, tes factures, tes calculs, je ne sais plus ce que c'est en France, URSSAF et compagnie. C'est ça, je ne sais pas, j'ai jamais travaillé en Non, France. enfin, c'est tout ce qui est administratif, donc oui, ce qui est logique. Donc, c'est la Oui, partie voilà. entrepreneuriale. D'accord. Donc, oui, donc, bon, moi, c'est sûr, je pourrais pas être rédacteur, à part la partie à la fin empathie, certaines choses. Pourtant, j'ai un blog, mais bon, j'ai vite compris que je préférais le podcast et même la vidéo. Je suis pas fan de la vidéo, mais je le fais quand même. Et donc, une personne qui a pas ces compétences, est-ce qu'elle peut apprendre, parce que tu fais une formation, est-ce qu'elle peut apprendre ses compétences ou vaut mieux quand même avoir un minimum de base? Comme surtout, enfin, je pense, ceux qui écoutent, pensent à l'orthographe, bien sûr, la syntaxe et certaines choses comme ça, où quand tu fais la formation, tu vas, comment dirais-je, tu vas t'améliorer en orthographe ou c'est vraiment une base plutôt pour le contenu? Pour moi, c'est un prérequis. Toutes les qualités que je viens d'évoquer, c'est un prérequis. Après, tout ce qui est typographie, donc les fautes de virgule, de point, slash, espace ou pas d'espace, etc., ça, c'est pas trop grave au début. Et surtout, ça s'apprend très facilement puisqu'il y a des règles. Et puis, il suffit d'avoir une fiche de typographie à côté de l'ordinateur et on fait plus les fautes. Donc ça, c'est vraiment ce qui est le moins grave. S'il y a des fautes d'orthographe, de style, de syntaxe, là, c'est grave. S'il y a le mauvais mindset aussi de l'entrepreneur, une personne qui est de nature pessimiste, qui voit toujours vraiment le verre à moitié vide, qui a des tendances, je le dis parce que vraiment, je l'ai tellement vu souvent, des tendances un peu parano, à avoir l'impression que l'univers lui en veut et que le client est méchant et qu'il veut l'arnaquer. C'est pas la peine de démarrer. Il faut vraiment être dans un esprit positif, de partage et d'écoute pour faire ce métier. Donc pour moi, c'est vraiment des prérequis et il faut être curieux pour ne jamais s'ennuyer. Donc c'est des prérequis. La formation, elle dure 6 mois. Elle va pas, c'est pas une potion magique. C'est une formation donc il faut s'investir, exactement comme si vous étiez, je vais pas dire à l'école parce que c'est beaucoup plus fun et agréable de suivre des vidéos et de faire des exercices à partager avec toute la communauté, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, il faut suivre sérieusement, faire les exercices pour obtenir un résultat.
Parce qu'au début, un rédacteur va peut-être écrire 100 mots dans la journée ou 200 mots, et à la fin de la formation, généralement, il va plutôt en écrire au bout de 6 mois, peut-être 500 ou 1000 par heure. Ah ouais. Bah Donc pour ça, il faut s'entraîner. Je suis pas si mauvais que ça, parce que moi, je faisais en général, quand je bloguais, je faisais 3 articles par semaine et je faisais des articles d'environ 2000-3000 mots. Mais il est vrai que les gens qui me disaient, mais il y a plein de fautes. Je dis oui, mais moi je m'en fous, je suis pas un rédacteur web. Donc bon, parenthèse. Donc oui. Oui, tu Donc, vois, moi, pour les scripts de ma formation, j'écrivais 2000 mots par heure, mais sans mise en page et sans optimisation et sans recherche. ouais, voilà, Voilà. donc c'est bien, c'est ce que je disais indirectement. Mais comment on fait donc pour écrire plus vite? Parce que bon, même si moi maintenant je suis passé, comme je t'ai dit, j'ai écrit un bouquin, enfin j'essaie de le finir, hein, je suis à 30 000 mots, je galère un peu. Super, Euh, félicitations. alors j'ai pas fini, hein, parce qu'il faut que je double. Mais je l'ai fait un peu à l'écrit et des fois je le fais à l'oral. Je prends mon micro, je le fais à l'oral. Mais après, bon, il faut se corriger. Est-ce que donc toi, c'est des choses que tu conseilles pour écrire plus vite ou vraiment, vaut mieux vraiment apprendre à écrire à la main, enfin naturellement et taper naturellement, on va dire. Euh, Moi, ce que je faisais pour écrire plus vite, par exemple, pour un bouquin, dans ton cas, donc vraiment le tien, c'est que je préparerais vraiment une structure très précise avec titre, sous-titre, sous-partie, etc. Et je me mettrais dans un endroit calme devant un papier et je regarderais bien toute la structure en réfléchissant vraiment à ce que je veux mettre dedans, des petites idées, éventuellement prendre des notes. Et après, une fois que je suis bien en forme, parce que ça, c'est très important, et que je suis dans le bon état d'esprit, hop, je me mets devant l'écran. Et là, en fait, c'est un torrent de mots qui arrive parce que c'est très, très clair dans ta tête. Si c'est clair dans ta tête, si tu vas très vite. Si par contre, tu cherches tes mots, que tu sais pas, que tu reviens en arrière, que tu modifies tes phrases, c'est là que tu vas perdre énormément de temps et en plus tu vas t'énerver et après tu vas arrêter. La fois d'après, tu vas revenir, te relire, te dire que finalement ça allait pas et c'est comme ça qu'on perd du temps. Donc d'après moi, il faut vraiment avoir une vision globale dans la tête avant de commencer l'écriture de l'article ou de la partie que tu veux rédiger. Ouais, c'est le plan, parce que même moi, quand je faisais à mon époque de blogueur, et même là par rapport au bouquin, c'est vraiment le côté sommaire ou le côté titre. Comme ça, on sait qu'on a déjà les 4 gros titres ou autres. Et ensuite, ben, foncer, ne pas corriger, vraiment mettre le maximum de choses, hein, du brut, on va dire. Oui. Et puis ensuite, après, revenir dessus. Et donc, toi, donc, tu ne conseilles pas donc, d'écrire à l'oral, de prendre un micro pour une personne qui veut devenir rédacteur web. Il vaut mieux écrire naturellement à la main et pas prendre de micro. On m'a parlé d'un très bon logiciel qui s'appelle Dragon, je crois. Tout à Alors, fait, qui est tout à fait. Dragon, mais il voilà, y en il a paraît. plusieurs. Dragon 9 ou Dragon 8, je crois, comme ça. Alors celui-là, on m'a dit qu'il était long à paramétrer, mais qu'une fois qu'il est paramétré, c'est une merveille. Ouais, Après, on n'écrit pas de la même façon qu'on parle. tout Pour à ma fait. part, j'ai déjà testé ce genre de logiciel et je passais tellement de temps à retoucher mes articles et les fautes qu'il avait intégrées ou les non-sens que, en fait, ça me prenait plus de temps que de rédiger directement. Mais ça veut pas dire que c'est pas parce que pour moi ça n'a pas marché que ça marchera pour personne. Toi, si ça te Non, non, mais je pense convient. que c'est plus pour les personnes qui écrivent. Moi, j'écris moyennement moins vite, hein, parce qu'après, je pense que c'est important de taper vite pour pouvoir gagner du temps. Et en plus de ça, donc, il faut aussi avoir un bon logiciel. Donc là, tu as parlé de Dragon. Dragon, j'ai toujours pas appris. Moi, je suis sur Google, qui est bien, mais bon, voilà, c'est vrai que des fois, je me relise, mais j'ai pas dit ça. Enfin, voilà, donc il faut faire attention, il faut avoir le bon logiciel et bien parler, avoir un bon micro. Si on a un mauvais micro, ben, il va mal comprendre et automatiquement, ça passe. En plus, je parle vite. Donc, bon, parenthèse, je pensais que c'était un truc qui était utilisé, mais bon, je pense qu'il vaut mieux, comme tu dis, savoir taper très vite. Et comme ça, il y a pas de recorrection parce qu'il faut gagner du temps sur la recorrection aussi. C'est ça. Donc, en fait, tu as bien aussi expliqué qu'il faut vraiment avoir un esprit donc, entrepreneurial. Avant de parler un peu de finance et des plateformes pour pouvoir trouver des clients, donc toi, est-ce que tu dis que la personne qui a les bonnes qualités à sait écrire, parce que ce que tu as décrit, c'est un peu une personne qui veut écrire un bouquin ou qui veut écrire hors du web. J'ai l'impression que c'est les mêmes compétences, l'orthographe, la syntaxe, avoir des idées, peut-être lire beaucoup de livres pour pouvoir avoir des idées aussi. Mais est-ce que donc cette personne doit automatiquement développer des compétences de vendeur? Parce que bah, malheureusement, il faut aller sur LinkedIn ou il faut peut-être faire de l'inbound marketing avec son blog. Est-ce que c'est des compétences qu'elle doit avoir ou tu lui dis, bon, il faut quand même se lancer, même si elle n'a pas ses compétences, les plateformes vont faire le boulot? Le profil en tout cas moi, de mes élèves, euh, en fait, ils sont pas du tout vendeurs dans l'âme.
Euh, Moi non plus, hein, je suis pas du tout. Même si mes parents étaient commerçants, ils ont jamais poussé qui que ce soit à l'achat et j'ai pas été élevée comme ça. Et donc se vendre, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment prostitution, mais Ah non, vendre non, ses non, ben alors moi je produits. reprends parce que je viens de la vente et moi en tant qu'entrepreneur, je le répète avec tous ceux qui sont, et la plupart de mes invités le disent, si t'es pas bon vendeur, t'es pas un bon entrepreneur. Donc indirectement pour moi, alors là je devrais pas te forcer à dire que c'est bien, mais la vente c'est pas mauvais parce que, et en plus quand je parle de la vente, je parle de la vente globale, c'est-à-dire que la vente même marketing. Alors si t'aimes pas la vente, souvent il faut être bon en marketing et donc quand on est bon en rédaction, on doit avoir ce qu'on appelle du contenu pour faire de l'inbound marketing. Ça c'est de la vente indirecte. Alors j'aurais dû préciser, ouais. Est-ce que donc tu les conseilles d'avoir un blog pour pouvoir attirer le client ou de créer du contenu sur LinkedIn pour que les gens viennent à eux? Voilà. Alors, peut-être que tu Moi, n'aimes pas je la leur vente. conseille plutôt de créer du contenu sur LinkedIn, de partager leur expérience de rédacteur, de faire un peu de curation de contenu, par exemple sur leur page LinkedIn pour montrer euh, qu'ils sont au courant de ce qui se passe. Pourquoi pas de partager leurs articles quand les clients sont d'accord. Je conseille pas de faire un blog parce que je vois pas l'intérêt d'avoir 40 000, parce que c'est ce qu'on va approcher, je pense, blog de rédacteur web. Déjà, ça engorge vraiment les data centers enfin, moi, j'ai toujours travaillé sans site. Mon blog, je l'ai fait pour la formation, pour la rédaction web et j'utilise que ça. Et je pense que un site LinkedIn, une page LinkedIn ou une page Facebook ou ça suffit ou un profil Malte, ça suffit amplement pour être visible. Et, et oui, alors au niveau de se vendre, comme tu dis, moi je préfère l'inbound marketing, c'est créer tout un univers qui ramène des clients, mais comme voilà, il y a tellement de possibilités en fait de trouver des clients sur LinkedIn et en démarchage direct où tu surfes sur le web sur des sujets qui te plaisent. Tu vois que le site est mal fait parce qu'à la fin de la formation, ben, ça te saute aux yeux. Euh, Tu vois que le site est mal fait, tu récupères le nom du responsable éditorial ou de site, tu le contactes et tu proposes tes services. Donc pour ça, t'as pas besoin d'avoir un blog, une chaîne YouTube, un Instagram, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde répète exactement la même chose. Ouais. Donc Et après, c'est plutôt une bagarre de SEO entre rédacteurs web, on va dire. oui, et de qui va publier le plus de citations qu'on a Surtout que lues logiquement, 40 fois sur logiquement, vous avez autre Instagram. chose à faire, plutôt écrire pour votre client qu'écrire pour vous, on va dire. Mais oui, c'est ça que je... Après, ce qui est bien pour le rédacteur web, c'est que quand il a un site web, du coup, ça lui permet de s'entraîner à tout le côté technique sur Wix ou WordPress. Donc ça, c'est sûr que c'est super pour lui de s'entraîner. Après, c'est sûr que c'est très chronophage. Et moi, pour ceux qui veulent vraiment devenir rédacteur web, je le conseille pas. Après, s'ils veulent devenir blogueur professionnel ou infopreneur ou autre, évidemment, je les encourage à aller dans cette voie. D'accord. Bon, c'est-à-dire que la personne, parce que comme toi, tu n'aimes pas trop la vente, la personne qui a des compétences de vendeur a aussi un avantage. Parce que la personne qui n'a pas peur d'aller donc chercher le client, c'est un peu un avantage. Mais est-ce que Oui, donc, cette alors personne-là pourra donc pricer comme elle veut, parce que comme c'est elle qui vient demander, est-ce qu'ils vont pas pricer différemment? ce que j'ai pu constater avec tout l'expérience que j'ai avec mes élèves, c'est que c'est arrivé que j'ai des élèves qui soient un petit peu moyens au niveau de la rédaction, avec qui laissaient traîner quelques petites coquilles par-ci par-là ou des petites fautes de grammaire. Et en fait, ces rédacteurs-là, moi, je me suis dit, aïe, 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 j'ai un petit peu peur pour de voir la suite. Et finalement, comme c'était des élèves vendeurs, eh ben, ils font partie de ceux qui réussissent le mieux. Donc, en gros, tu peux réussir si tu n'as pas un super méga niveau, mais que tu communiques bien et que tu arrives bien à vendre ton expertise, soit en SEO, soit en rédaction, soit en copywriting, etc. Soit tu as un excellent niveau et du coup, ben, tu n'as pas vraiment besoin de te vendre parce que de toute façon, tu fais tellement de la qualité que tu vas être repéré par un client qui va te recommander à un autre client et ainsi de suite. En plus, moi, je fais bénéficier à mes élèves de mon réseau. Donc, mes élèves ont assez facilement des clients quand je repère qu'il y a quand je repère des
des élèves rédacteurs qui sont excellents et je vois qu'ils sont timides, hop, je leur envoie des clients puisque moi, on me contacte tous les jours, que ce soit sur LinkedIn, via la rédac du web, via mon blog. Tous les jours, on a des demandes d'entreprises qui veulent des rédacteurs. Donc, on peut fournir vraiment beaucoup d'élèves. Et comme un rédacteur ne prend que quelques clients, ils sont très vite full, en fait, dans leur emploi du temps. C'est-à-dire, ce que j'allais venir après, quand tu dis quelques clients, c'est-à-dire qu'en général, il vaut mieux. Parce que moi, j'ai souvent des. Pas souvent, mais j'ai une fois par semaine quelqu'un qui m'envoie un mail, me dit ouais, j'ai vu un article, il y a plein de fautes. Je dis ah bon, c'est pas grave, je m'en occupe pas. Je suis plus dans le blogging. Et puis, c'est vrai que moi, j'ai corrigé mes 10-15 articles qui rankaient le mieux. J'ai pris quelqu'un qui a corrigé à une époque. Et puis, quand maintenant, je suis plus dans le blogging directement, un jour, je m'en occuperai, mais là, j'ai pas le temps. Mais donc, par rapport à ce que tu disais, donc il vaut mieux avoir combien de clients en général? Est-ce que c'est plutôt une TPE, plutôt une grosse boîte avec comment ils gèrent ça? Moi, ce que je conseille juste, il n'y a pas un nombre clé, mais enfin, si, je dirais entre 4 et 8, je pense que ça peut être bien. Le tout, c'est de réussir à avoir des forfaits récurrents avec plusieurs clients parce qu'en fait, après, si on a des commandes par lot ou des forfaits, eh bien, on peut s'organiser à l'avance, prévoir son planning et c'est là qu'on profite vraiment de la vie de freelance où on peut choisir, par exemple, de travailler que le matin, tôt ou que 4 jours par semaine. Voilà. Donc, et surtout, s'il y a un client qui arrête, bah, c'est pas grave. On a les autres qui continuent et on n'a plus qu'à rechercher un nouveau client sur le temps qu'on s'est dégagé avec ce client-là. Donc, c'est comme un business classique, il ne faut pas dépendre d'un client, il faut vraiment avoir une sécurité en diversifiant en fin de compte selon les clients. Exactement. Et est-ce que donc, parce que moi j'ai écouté un peu d'autres vidéos de confrères, on va dire, qui disaient que souvent c'est dur, il y a vraiment une pyramide du rédacteur web, il y en a plein qui sont dedans mais qui galèrent. Il y a le haut de la pyramide. Le seul inconvénient, c'est que souvent, bah, quand tu bosses, au début, il faut savoir gérer ses clients parce qu'on va te demander, t'adores écrire, on va te demander d'écrire des choses que tu n'aimes pas. On va te donner des niches que tu n'aimes pas, donc tu vas falloir te forcer à prendre des niches. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu rencontres souvent ou comment tu dis aux gens de refuser ces clients-là et de partir sur des clients juste une niche que tu aimes ou dans tous les cas, ça fait partie du boulot, il faut écrire des choses que tu n'aimes pas. Moi, je leur dis d'écrire sur des sujets qu'ils n'aiment pas pendant la formation pour s'entraîner. Ouais. Mais une fois qu'ils sont formés et que l'équipe pédagogique, puisque on a 5 correctrices qui suivent les élèves, les évaluent, leur mettent des notes, leur font des retours et tout ça. Donc, ils savent à peu près où ils en sont. Une fois qu'ils sont bien rassurés, qu'ils sont arrivés à la fin de la formation, qu'ils ont reçu leur attestation, eh bien là, je leur conseille vraiment de travailler sur des sujets qui leur plaisent. Donc en général, il n'y a plus de texte sur les robinets, les fiches produits. C'est aujourd'hui pour être rédacteur web, il suffit de faire modifier mon profil sur LinkedIn et écrire Thierry Henry, rédacteur web professionnel. Voilà, tu fais ça et tout à l'heure tu seras rédacteur web. Donc, on a beaucoup de ces rédacteurs web-là, donc qui n'ont finalement aucune compétence si ce n'est celle d'écrire ou d'avoir passé leur niveau troisième, qui vont parler au nom des rédacteurs web, sauf qu'ils ne sont pas rédacteurs web, tu vois. Bah ouais. Donc, vraiment, le problème, c'est que ce soit les clients ou les personnes qui les écoutent, c'est très difficile de faire la différence puisque à moins d'aller regarder le profil et le parcours et les retours clients, c'est compliqué de savoir si cette personne a vraiment des compétences, des vraies compétences en rédaction web. Et comment on reconnaît, parce que moi j'ai utilisé Malte, mais bon, au début d'année, en plus à la mission, parce que j'avais du mal à trouver des personnes sur le long terme, parce que souvent, en fin de compte, alors, je ne sais pas si c'est logique, j'allais souvent donc hors de France, parce que pour moi c'était moins cher, mais souvent donc, ces Mhm. personnes-là, en fin de compte, allaient sur LinkedIn et voyaient donc ce que les Français se touchaient, donc voulaient la même somme. J'ai dit, bah oui, mais le SMIC, il est à 50 euros là où tu habites. Bon, alors peut-être que c'est pas bien, tu vas peut-être mal le prendre, mais je lui dis, je lui dis, voilà, moi, sinon, je passerais par une rédaction en France. Donc, bon, j'ai allé à Madagascar et d'autres pays, enfin en Afrique aussi. Et en plus de ça, donc,
j'avais des textes qui n'étaient pas automatiquement extraordinaires. Comment moi, en tant que personne, je peux juger, même si moi j'ai déjà écrit, donc je sais c'est quoi un bon article entre parenthèses, euh, sans utiliser Yoast, parce que moi j'aime pas comme toi Yoast, je suis pas fan. Je suis même passé dernièrement à RankMath, que j'utilise rarement, mais bon, voilà. Comment moi je peux juger, et si tu connais pas vraiment comment écrire pour le web, comment tu peux juger d'un bon article? Alors, juste pour revenir sur les rédacteurs qu'on appelle offshore, je fais mon petit laïus pour les pour les défendre parce que moi j'ai eu des rédacteurs qui vivent en Afrique et qui j'en ai quelques-uns, pas beaucoup, vraiment pas beaucoup, genre moins d'1%, mais qui m'ont pris la formation et qui ont vraiment investi dedans. Et j'ai aussi beaucoup de malgaches qui m'écrivent via LinkedIn. Et franchement, ils m'envoient des textes. J'ai déjà reçu des textes qui sont nickel. Et il n'y a pas de raison, en fait, qu'on les paye moins que ce qu'on est prêt à payer pour avoir le même résultat. Tu vois, un t-shirt, je sais pas moi, Calvin Klein, c'est du Made in China qui a coûté 40 centimes et pourtant tu vas l'acheter 40 euros. Tu regardes pas où ça a été fabriqué. Donc là, tu regardes le résultat et si il faut que tu payes au résultat et pas par rapport à la situation géographique de la personne. Petite parenthèse. Je suis d'accord avec toi, mais c'est Mais important ce que tu dis, parce que bon, on va pas passer dessus 20 ans, mais si le t-shirt il est marqué Made in France, donc, ou comme quand tu as un produit Made in France, tu sais que c'est fait en France, donc tu sais que le coût est plus cher. Donc automatiquement, tu sais que tu dois payer plus cher. Mais si tu sais qu'il est fait de Chine, tu te dis, mais pourquoi je paierais? Tu le payes juste parce que c'est une marque qui t'a embrouillé, tu t'achètes la marque. Mais quand tu sais que c'est d'un pays ou d'un autre, tu peux te dire non, je paye pas parce que bah, oui, mais enfin, tu payes moins cher. On va rentrer dans des débats philosophiques, mais tu payes moins cher quelque chose qui a été fait en France. Mais si les personnes qui ont fabriqué le t-shirt étaient respectées et travaillaient dans des conditions décentes, le t-shirt Made in China, en plus avec tout le transport et le coût écologique, il vaudrait beaucoup plus cher. Un t-shirt fabriqué en Chine devrait coûter beaucoup plus cher qu'un t-shirt fabriqué en France que tu achètes en France. oui, non, après, c'est plus pour moi, c'est plus par rapport au coût de la vie, mais je suis d'accord avec toi, parce que dans tous les cas, enfin, moi, dans ton cas, c'est un cas un peu à part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, comme tu dis, rédacteur web, et la preuve, voilà, en Afrique, j'ai eu, j'ai voulu, donc, moi, j'aime bien, je me suis dit, je suis afro aussi, donc je vais soutenir. Je vais au Cameroun, j'envoie le texte, je lui demande un texte, on m'envoie le texte, heureusement que je connais le blogging, je vais prendre le texte, je vais copier dans un site pour savoir si c'est du plagiat. Le truc, il est plagié à 100%. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Oui, que mais ça, enfin, ça, c'est pas une question on de. en revient à ce que tu disais. Donc, non, c'est juste que ces personnes-là que tu formes, soit à Madagascar ou autre, doivent juste se présenter et expliquer, en fin de compte, qu'elles ont la plupart que j'ai rencontrés, en fait, n'avaient pas réellement les compétences. Donc, voilà, c'est ça qui m'a gêné. C'est-à-dire qu'en plus de vouloir me faire payer le prix de la France, comme je n'avais pas de site où je lui ai envoyé, envoyez-moi un texte pour tester, le test que je recevais n'était pas terrible. Bon, après, j'en ai eu quelques-uns. Voilà, en fait, il faut juste. Le seul conseil qu'on peut donner aux clients, c'est juste de vérifier si le texte est de bonne qualité. Et après, si tu vois qu'il est de mauvaise qualité, quelle que soit la situation géographique du rédacteur, tu lui dis, bah, excusez-moi, votre texte est pas bon, ou vous avez fait carrément du copier-coller, donc j'en veux pas. Mais sans mettre forcément ça sur le dos de la situation géographique. Après, c'est possible qu'il y ait plus de rédacteurs qui filoutent, voilà, mais malheureusement, faut penser à ceux qui filoutent pas et parce que c'est vraiment difficile pour eux de s'en sortir alors qu'ils font des efforts énormes pour réussir à avoir un super niveau alors que c'est pas forcément leur langue maternelle et pourtant il y en a qui arrivent bien. Mais Non, mais comme tu dis, voilà à la donc. base, Alors du coup, c'est le même travail. Tout à fait. oui, du coup, pour reconnaître c'est vrai que on n'y pense pas souvent, mais en fait, vous, en tant que client, vous n'avez pas forcément l'œil pour reconnaître un bon texte. En fait, vous voyez pas forcément la différence entre un très bon texte en rédaction web et un mauvais, puisque c'est pas votre spécialité. Surtout, je Euh, précise, il y a aussi la partie SEO, il y a juste le texte. Il y en a qui veulent juste du texte pour avoir du texte, entre oui, parenthèses du bourrage sur du contenu, quoi. Et ceux qui veulent vraiment de la qualité. Google veut minimum 1200 mots. Ah, bon, des fois c'est faux, mais bon, un peu plus. Le nombre de fois que le mot-clé est répété, même si, bon, moi, comme je te dis, je suis comme toi, je n'ai jamais compté les mots. Même souvent, quand j'utilisais Yoast, il me disait, mais non, le mot-clé n'est pas assez répété. Je dis, oui, mais moi, je suis naturel. Voilà. oui, Euh, voilà.
Mais est-ce que donc ces choses-là, il faut avoir en interne une personne qui va gérer ça? Ou est-ce qu'il faut se former un petit peu pour comprendre Alors, moi, ce que je te conseille, et ce que je conseille à toutes les personnes qui ont besoin de rédacteur web, c'est déjà demander le portfolio du rédacteur. Dites-lui, voilà, merci de m'envoyer des exemples de textes que vous avez rédigés. Et ensuite, une fois que ce portfolio est envoyé, pour pas se faire filouter, bien vérifier que le style, mais alors ça, c'est pas forcément facile quand on n'est pas littéraire. Essayez de bien lire les articles, les regarder, les lire à voix haute, les différents contenus, et voir quand même si le style est assez constant. Parce que s'il y a une différence de style complètement d'un article à un autre, ou que tu sens que c'est pas la même utilisation du vocabulaire, il y en a un qui a un vocabulaire très riche, l'autre beaucoup de répétitions, un qui a des fautes, d'autres pas. C'est peut-être que c'est un faux portfolio. Donc, alors déjà, après, vous pouvez demander évidemment si ce rédacteur a suivi une formation. Si un rédacteur a l'attestation de fin de formation de ma formation, par exemple, ça veut dire que le rédacteur a suivi ma formation pendant 6 mois et en général, il passe entre 120 et 150 heures sur la plateforme et ils ont été évalués et notés sur les 6 mois par une équipe pédagogique, dont 3 sont certifiés Projet Voltaire. Donc, autant vous dire que c'est vraiment un gage de qualité quand on a une attestation de... Enfin, si vous voulez engager mes élèves, c'est clair et net que c'est un gage de qualité quand vous avez la note sur l'attestation. Il y a ma signature dessus, donc normalement, c'est voilà, les attestations, je pense pas qu'il y en ait des fausses qui circulent. Et puis, en plus, on peut me contacter aussi pour demander si ce rédacteur est bien dans ma base de données, s'il y a un doute. Avec le moindre doute, c'est très facile de nous contacter. Ensuite, donc, si vous voulez pas engager mes élèves, pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, il faut vérifier le portfolio, le style et demander au rédacteur s'il a des références, s'il peut faire des captures d'écran s'il se présente comme rédacteur web SEO. Dans ce cas-là, il faut lui dire très bien, merci de m'envoyer des captures d'écran de contenu que vous avez écrit qui sont dans le top 5 de Google sur des requêtes assez concurrentielles. Ok. Et est-ce que donc toi tu penses à ça, parce que moi je ne l'ai pas fait mais j'ai hésité, parce que souvent j'ai eu les références, d'appeler les sociétés pour qui j'ai travaillé et voir si c'est bien eux qui l'ont écrit ou c'est pas correct? Alors, c'est un petit peu embêtant dans la mesure où un portfolio, on va l'envoyer un peu en off au client pour qu'il ait une idée du contenu qu'on écrit. Mais souvent, quand même, les entreprises veulent pas dire qu'elles sont passées par des rédacteurs web. Donc, si tu contactes cette entreprise en disant est-ce que c'est bien un rédacteur web, ils vont pas forcément être content, d'autant plus si le rédacteur web est passé par une agence de stratégie digitale ou une plateforme. Le client ne sait même pas qui a écrit son article. Oui, tout à fait. C'est vrai que souvent, elle me demandait si, avant de me donner les infos, elle me demandait qu'elle devait demander l'autorisation à faute compte à leur contracteur, on va dire. Donc, ouais, c'est logique. Et oui. On n'a pas parlé des plateformes. Donc, qu'est-ce que tu penses des plateformes Textbroker, Rédaction? Enfin, il y a plein de plateformes pour trouver des clients. Qu'est-ce que tu penses de ces plateformes? Moi, je trouve que c'est très bien pour les rédacteurs qui débutent ou qui veulent tester, voir si le métier peut leur plaire, bien c'est sûr, ils vont écrire sur des sujets pas forcément passionnants sur les plateformes parce qu'il y a beaucoup de fiches produits, beaucoup d'entreprises dans le bâtiment et tout ça. Les voitures aussi, ça. Donc ça, c'est en plus comme il y a beaucoup de femmes dans ce milieu. Je vais pas faire des clichés, mais c'est sûr que les bâtiments et les voitures, c'est pas le développement personnel et la parentalité, quoi. Donc c'est très bien pour débuter, pour essayer de suivre un briefing, voir si on arrivait à écrire dans les temps, avoir des premiers contacts avec les équipes de Textbroker, par exemple, ou Scriber, les clients. Donc je trouve que c'est un super tremplin. Certains vont dire que les plateformes payent les rédacteurs au lance-pierre, mais déjà, les plateformes proposent des prix très bas aux entreprises. Et après, les plateformes relisent tous les textes, cherchent les clients, émettent les factures. Donc, il y a tout un travail, en fait, toute une commission que je trouve totalement justifiée parce qu'en fait, s'ils ne prenaient pas de commission, il n'y aurait pas de plateforme et s'il n'y avait pas de plateforme, les rédacteurs débutants ne pourraient pas forcément
avoir une chance de commencer, de s'entraîner. Personne force qui que ce soit à travailler sur les plateformes. Donc, oui, je trouve que c'est très bien ce système pour les clients qui veulent du contenu pas trop cher et pour les rédacteurs qui veulent tenter leur chance et voir comment ça se passe. Donc, par rapport aux plateformes ou hors plateforme, parce que souvent j'ai entendu qu'il est difficile de gagner bien sa vie avec les plateformes, euh, combien en général gagne un rédacteur web? Un rédacteur web professionnel ne travaille généralement plus sur les plateformes ou alors juste pour s'amuser. Moi, j'ai continué les plateformes une fois que j'étais lancée parce que quand je voyais un sujet rigolo, hop, je le prenais parce que j'écrivais très très vite. Donc, c'était plus par plaisir d'écrire que pour essayer de gagner. Après, quand tu as 4 centimes le mot et que tu écris 1000 mots par heure, ça tu fais 40 euros par heure, ça va. T'as pas de facturation, t'as aucun client à chercher, t'as juste à faire cliquer sur retirer mes gains et c'est envoyé sur ton compte. Donc t'as pas plus simple en fait au niveau. Donc ça c'est possible. Par contre, la plupart des rédacteurs sur les plateformes sont payés autour de 1 centime le mot. Moi, Oui. sur ma plateforme de rédacteur, un rédacteur 5 étoiles sera minimum à 16 centimes le mot. Un rédacteur 4 étoiles à, je crois, je sais plus, 14 ou 12 centimes le mot. Donc tu vois bien la La différence de différence. prix. Mm. C'est même pas du simple au double, c'est Quasiment 15 20 fois fois le prix, ouais. plus. Ouais. Oui. Oh, donc après, c'est plutôt Euh, une question de qualité, quoi. Après, c'est une question de qualité sur les plateformes. Sur un malentendu, un client peut tomber sur un très très bon rédacteur, puisqu'il y a des bons rédacteurs qui restent sur les plateformes, comme je te disais, pour s'amuser ou parce qu'il y a des sujets qui leur plaisent. Euh, Par contre, ils peuvent aussi tomber sur des personnes qui font ça vraiment pour arrondir les fins de mois et qui réussissent à se faire quelques centaines d'euros par mois grâce aux plateformes, en écrivant beaucoup. C'est très dur de se faire un salaire sur une plateforme. Il D'accord. faut vraiment écrire au kilomètre, comme on dit. Donc, combien on peut gagner? Alors, si on est hors des plateformes et on vient donc un rédacteur, rédactrice pro, combien on peut gagner? Moi, la garantie sur ma formule premium, donc vraiment avec accompagnement, coaching, suivi personnalisé, tous les exercices corrigés et tout ça, ma formule premium est garantie 2000 euros de chiffre d'affaires au bout d'un an, donc 6 mois après avoir terminé la formation, ou remboursé. Donc, Et tu parles bien de chiffre d'affaires et pas donc de revenus, hein. oui, de chiffre d'affaires, ouais. Euh, mais donc oui, tu peux espérer. Tu peux espérer déjà avoir un chiffre d'affaires de 2000 euros brut par mois au bout d'un an. Pour certains, c'est plus. Pour ceux qui s'investissent moins ou qui ont moins de talent, c'est moins. Et moi, j'ai des témoignages d'élèves. Ça peut monter jusqu'à, voilà, comme moi, exactement comme ce que j'avais dit, hein. Il y a certains mois où si on travaille comme des acharnés, on peut monter, c'est très exceptionnel, mais on peut monter à 6 000 euros et plus. Donc, 6 000 euros et plus, en travaillant combien de temps? Enfin, même 2000, hein. En général, c'est quoi? C'est combien de temps on écrit? Non, je pense que celui qui réussit à faire 6 000 euros, c'est des 50 heures par semaine. Par contre, pour avoir entre 2 et 3 000 euros de chiffre d'affaires, ça va être l'équivalent d'un 35 heures. D'accord. Donc, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, même si je ne l'ai pas, c'était indirect. Moi, je serais rédacteur web, parce que là, j'écoute l'émission, je dis, ah, magnifique, je vais prendre la formation de Lucie. Eh ben, je prends la formation, mais je vais m'expatrier, parce que je vais aller ailleurs, je vais être payé la même somme, mais le coût de la vie sera moins cher. Si j'ai envie, bien sûr. Après, il faut avoir envie de Oui, s'expatrier. il y a des personnes qui font des tours du monde, qui vivent à l'étranger, ça c'est sûr. Après 35 heures en entreprise et 35 heures de chez toi, ça a juste rien à voir parce que 35 heures en entreprise, on en parlait juste avant d'enregistrer,
tu as les embouteillages, tu pars de chez toi, tu consommes de l'essence, tu manges sur place, tu as les postes café, enfin, tu as toute la vie, quoi. Alors que, donc, 35 heures, moi, quand j'étais c'était des contrats de 39 heures avant, mais j'étais pas chez moi de toute la semaine, du lundi au vendredi, j'étais pas là et ma gamine était bébé, je la déposais à 6h30 du mat, je la récupérais le soir à 19 heures et j'avais pas de vie. Ça, c'est 39 heures en entreprise dans une ville lambda où tu dois aller chercher, prendre ta voiture, les embouteillages, chercher une place, etc. 35 heures à la maison, ça veut dire que si tu commences, on va pas parler de ceux qui se lèvent tôt comme toi et moi. On va prendre quelqu'un qui se lève tard, entre guillemets. Tu déposes tes gosses à l'école, tu commences à 8h30, à 13h30, t'as fini. Oui, c'est vrai. Parce que moi, c'est mon cas. Enfin, pas parce que j'ai Voilà. comme plusieurs activités. Oui, mais après, ce qui est gênant, c'est que le coût de la vie en France, il est cher. Donc, avec 2 000 € de CA, tu ne te payes pas des millions. Après, tu as un cadre de vie plus cool. Mais faut pas vivre à Paris, en tout cas. Il faut vivre dans une ville française où tu n'as pas beaucoup de dépenses. Tu fais comme moi, un peu minimaliste, un vélo, pas de voiture. Voilà. Sinon, c'est compliqué. Oh, Et, pas- je sais et pas, moi, moi, et moi, j'ai trois enfants. Et trois enfants, donc c'est voilà, il faut. je sais pas combien est le SMIC, Le SMIC, c'est. mais Non, ça, c'est le moyen. Ouais, je crois que c'est 1400, 1500 brut. Donc, ça fait ouais, du 1100 net ou 1200. Oui, dans votre compte, tu peux être SMICard avec la situation là. c'est surtout que Mais sans l'embouteillage, sans le cadre de vie. attends, là je te parle d'un rédacteur web junior en Oui, non, gros. mais non, mais je suis d'accord avec toi, hein. C'était juste pour préciser. Mais bon, donc avec 6 000 en faisant 50 heures à la maison, ce qui est correct parce que moi, je fais largement plus. Et je pense que tous ceux qui sont à leur compte, même si on ne le voit pas, on fait souvent plus. Oui, donc plutôt 6 000 €. Non, c'est après, ben, plus t'as d'expérience, meilleur, plus t'as de bons contrats, plus tu augmentes tes tarifs et plus tu gagnes en baissant finalement. Si tu passes de 8 à 16 centimes le mot et que tu réussis à avoir des clients sur le même volume de commandes, ben, tu doubles ton chiffre d'affaires et tu divises ton temps par deux. Ouais, tout à fait. Ou tu divises ton temps par deux. T'as le choix. Mais moi, tu vois, je vis en Nouvelle-Calédonie. Quand j'ai démarré, puisque je suis passée par toutes les étapes de mes élèves et des rédacteurs web, donc je suis passée par toutes ces étapes. Dès le premier mois, je crois que dès le premier trimestre, j'étais en moyenne à 3 200 ou 3 500 € par mois de chiffre d'affaires. Et dès ma première année, après, ça s'est confirmé, c'était comme ça. Donc, il y avait des mois où je suis partie quand même deux mois en vacances en France et ça m'a pas empêché sur lycée de faire 3 000 et quelques euros par mois. Donc, ça veut dire que j'ai eu des gros mois et des mois à zéro pratiquement. La vie en Nouvelle-Calédonie est très chère puisque sur l'indice de Fisher, elle est à plus 37% par rapport à la France. Ah oui, d'accord. Nouméa a été élue la ville la plus chère du monde. Ah, je ne savais pas, d'accord. Ah, donc, il Oui, faut oui. écrire beaucoup d'articles alors, d'accord. Ouais, un paquet de yaourts, c'est 600 francs, donc ça fait 5 € les 4 yaourts, quoi. Ah, Premier prix. vous parlez encore en franc? Ouais, c'est des francs pacifiques. Waouh, Mm. ok. Ouais, c'est un peu comme le franc CFA, quoi. C'est Ouais. bon, ok. Bah, ça tombe bien que tu parles de ça, parce que pour boucler avec toutes les bonnes informations que tu nous as données, quel statut donc tu conseilles plutôt au rédacteur web? Alors là, je t'ai dit, je suis expat depuis plus de 10 ans, je crois. Et je connais rien. Alors, j'ai fait des très bonnes vidéos sur les statuts du rédacteur web, mais c'est pas moi qui ai rédigé les scripts, c'est Non, mais c'est mes pas grave, rédactrices en France. ça tombe bien, je mettrai le lien vers un épisode que j'ai dans 2 semaines où j'ai une avocate qui va nous parler des différents statuts, donc ça tombe bien. Ah, super. Ceux qui écoutent, il faudra patienter un peu, je fais un peu de teasing. Dans 2 semaines, on a l'épisode avec une avocate spécialiste des statuts. Alors Euh, juste oui, un petit conseil. Déjà, en France, on peut être micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur. Donc la plupart commencent comme ça parce que tu peux avoir ton SIRET en genre même pas une semaine. Mais après, pour ceux qui sont expats ponctuellement, qui sont expats pas pour toute la vie ou qui sont en tour du monde, parce que j'en ai quand même pas mal aussi. Vous pouvez passer par une société de portage. Donc, vous passez voilà, par une société de portage et qui est en France. Comme ça, vous avez votre siège social, votre courrier, tout, votre SIRET et vous pouvez être rémunéré et sans avoir à avoir ouvert votre propre entreprise et à être physiquement sur place. Voilà, ça c'est très pratique pour les gens qui voyagent.
Ouais, portage salarial, pour préciser. Donc, plus dernière question, comment en fin de compte tu fais, quel type de matériel en fin de compte un rédacteur web doit utiliser? Est-ce qu'il y a des trucs spécifiques à utiliser, comme tout à l'heure tu parlais de Dragon plus pour ceux qui font de l'audio, mais est-ce qu'il y a d'autres outils que tu peux utiliser? Alors, franchement, le rédacteur web, je pense que ça doit être le métier digital le plus minimaliste parce que tu peux travailler d'une tablette avec un clavier, d'un ordinateur vraiment premier prix. Moi, quand j'ai lancé ma formation, j'étais encore sur un ordinateur à 200 euros. Ah oui, Quand j'ai fait mon premier lancement, j'étais sur mon ordinateur à 200 euros. Donc, c'est pour dire. Donc vraiment, après, les outils qui sont géniaux pour le rédacteur web, c'est toute la suite Google, Google Drive avec Google Docs, génial pour échanger avec les clients, faire des retouches en direct, recevoir les commentaires avec des notifications et tout, c'est le top. Et tu peux exporter en doc, en open, je sais plus quoi, et même en EPUB, si tu veux faire des e-books, tu peux exporter en PDF aussi, et tu peux faire des Google Sheets avec des plannings éditoriaux. Donc, juste Google Drive, c'est génial. Une adresse Gmail, un compte Google et en avant. super. Un En fin de cerveau, compte, une connexion Internet, en et fin de c'est compte, parti. je t'aurais tendu la perche parce que j'ai vu que tu parles beaucoup de scriptbooks pour ça. Ah oui. Et qu'est-ce que t'en penses? Ça a changé ou c'est plus terrible? Scriptbook, c'est le logiciel pour écrire des livres. J'ai vu une de tes vidéos où tu parlais de scriptbook, donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais voir si c'est un outil qui est important pour les. Non, c'est pas important. Ce qui est bien, c'est pour les personnes qui écrivent vraiment des romans. Tu peux D'accord. faire des fiches de personnages où tu mets leurs traits de personnalité et du coup, tu les utilises pour construire ton roman. Donc, et après, il y a aussi un petit côté ludique plutôt pour les rédacteurs où tu vas voir combien de mots tu as rédigé dans le mois, voir des graphiques, voir à quelle vitesse tu rédiges, combien de mots par heure tu écris. Donc, c'est plutôt pour le petit côté ludique, en fait, D'accord, ok. Plus pour les logiciel. auteurs et Voilà, plus le côté ludique. c'est Une ça. question qui vient d'arriver, hein, ça n'était pas écrite, parce que enfin, je pense que tu le sais, l'un des métiers où on écrit qui est le mieux rémunéré, on dit souvent que c'est le copywriter qui est vraiment très bien payé. Est-ce que donc tu vois des gens passer de rédacteur web à copywriter parce qu'ils aiment écrire, parce qu'ils sont meilleurs en tant que marketeur et qu'en plus, en général, c'est très très bien payé, copywriter. Oui, oui, j'ai quelques élèves qui sont passés sur le copywriting parce que ils avaient un talent pour trouver des slogans, trouver des titres hyper percutants, utiliser un langage vraiment autour de l'émotion, vraiment créer de l'émotion en fait chez le lecteur. Ça, c'est une super qualité pour le rédacteur web parce que si tu tiens ton lecteur en haleine, bah, tu as tout gagné pour ton client. Donc, en fait, j'ai envie de te dire que tous les rédacteurs web devraient être un peu copywriter euh, pour vraiment créer une image de marque en utilisant un vocabulaire qui correspond à la marque et qui va engager le lecteur grâce voilà, aux mots puissants, à l'émotion et tout ça. Et ça tombe bien que tu me poses la question parce que je suis en train de terminer cette semaine une nouvelle formation en copywriting. C'est pas moi qui l'ai écrite, c'est que j'ai repéré chez mes anciennes élèves une personne qui travaillait avec moi aujourd'hui et qui était excellente, qui est excellente en copywriting. D'ailleurs, on a une maison d'édition qui nous a contactés, mais je n'en dis pas plus. Et, Tu seras et, réinvité, on en parlera. et donc, elle a un excellent niveau, elle a des connaissances vraiment très intéressantes, elle connaît l'histoire du copywriting, etc. Et donc, elle a fait les scripts de cette formation. On les a tournés, enregistrés, c'est en cours et je pense qu'à la fin du mois, elle sera disponible. Je vais la proposer en exclusivité dans un premier temps à mes élèves avec un tarif spécial pour remercier de leur fidélité. Puis ensuite, on la sortira au grand public. Bon, ben, je rajouterai le lien dès que ce sera sorti. Ok, Ben, merci. grand merci à toi. Donc, je mettrai tous les liens dans le show notes. Donc là, j'ai te posé les 5 questions que je pose à tous mes entrepreneurs. Ah ben non, j'ai oublié.
À la fin, je t'avais dit qu'il fallait me rappeler. Donc, en fin de compte, tu as ton business donc, de rédacteur web. Tu as donc un autre site que tu avais développé. Et donc, tu as une plateforme que tu vas créer. Enfin, la plateforme où il y a environ une vingtaine de rédactrices. Ça, les gens peuvent y aller, commencer à s'inscrire, booker des rédactrices, c'est ça? Attends, je bois. C'est l'avantage du podcast, hein, on ne se prend pas la tête. Merci. Oui, non, la rédac du web, c'est une plateforme qui met en relation les clients et les rédacteurs. C'est une idée que j'ai développée dès que j'ai eu mes premiers élèves, en fait. Donc, ça fait longtemps que ça traîne dans un coin de ma tête. On avait fait un site, malheureusement, un petit peu à l'arrache, hein, même si j'avais pris un webmaster, voilà, c'était compliqué. Et donc là, la version officielle avec une création de CMS et tout ça va sortir très bientôt. Donc là, c'est carrément une plateforme avec les rédacteurs qui sont en ligne. On va mettre uniquement les rédacteurs formés, immatriculés, notés. Donc, ça sera vraiment une plateforme de rédacteurs premium. Et les clients pourront sélectionner le rédacteur, ses produits, des prestations de services. Ils pourront aussi choisir s'ils sont en formule grand compte, un chargé de projet avec plusieurs rédacteurs et mettre plusieurs rédacteurs sur un projet. Donc, c'est nous qui gérons le planning éditorial, la mise en ligne des contenus et le suivi du trafic organique. Donc, il y a plein de choses avec cette plateforme qui sera finalement une plateforme d'achat, de vente de contenu premium. D'accord. Comme j'ai plusieurs centaines d'élèves, ça fait qu'on devrait réussir à avoir pas mal d'élèves en ligne. Après, comme je te disais, mes élèves travaillent très vite et sont très vite full au niveau de leur emploi du temps. Donc, j'espère juste réussir à avoir suffisamment de rédacteurs formés et disponibles, surtout disponibles au lancement. Mais on va tout mettre en place pour les avoir et on est en plein marathon des évaluations. Ok, parfait. Bon. Et bon, je commence mes questions. Donc, quel est le business dont tu rêves à part ce que tu fais actuellement? Est-ce qu'il y a un business que tu rêves de faire que tu n'as toujours pas fait? Et oui, c'est pas juste un business de rêve, c'est un projet. Euh, Ça va te faire rire parce que je pense que c'est pas du tout ton univers. On a le projet de créer avec mon compagnon un éco-hameau en France, qui serait un lieu à la fois culturel, donc avec pourquoi pas des concerts, expos, etc., avec espace pour faire des marchés bio, gîtes écologiques avec un maximum d'autonomie et aussi social pour pouvoir accueillir des personnes en difficulté et pouvoir vraiment les aider à se réinsérer euh, grâce justement au levier du web et à tout ce que le web m'a permis finalement de mettre de côté pendant ces années où je suis moi bloquée en Nouvelle-Calédonie suite à une séparation. Donc je suis là un petit peu contre mon gré. Donc étant donné que je suis bloquée là et que je fais que travailler, eh bien le jour où je rentrerai en France, je vais mettre ça à profit pour faire un éco hameau vraiment qui sera un lieu de partage et de vie sympa et Bon, cool. on en Voilà. reparlera parce que c'est plutôt mon univers. Donc, tu vois, tu t'es trompé. Surtout la partie bio et sociale parce que je t'ai pas dit, on en a parlé un peu en off, mais la partie que je développe en e-commerce, c'est du bio. Enfin, hier, j'ai envoyé un mail à EcoCert, je sais pas si tu connais. Bon, parce Oui, que oui, je par connais. écrit, j'étais obligé parce que j'ai mon fournisseur qui est lui à la gamme EcoCert et on m'a confirmé que je devais aussi l'avoir, même si logiquement, je ne toucherais pas le produit. Mais bon, parenthèse. Donc, Bon, bah, on en tu viendras reparlera, nous hein, voir alors. avec grand plaisir. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Ma plus belle expérience, c'est la rencontre avec mes élèves. Comme tu l'as vu, je brasse pas, j'appelle pas tout le monde dans ma formation. Je sélectionne vraiment et je vends pas du rêve. J'essaie vraiment de prévenir les gens. Et du coup, ça fait qu'on se retrouve avec des profils qui sont toujours similaires, des gens qui aiment écrire, qui ont une curiosité, qui sont positifs et tout. Et ce qui fait que j'ai une communauté d'élèves qui est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de les rencontrer 2 fois en France, mais je les ai souvent en coaching. Et c'est une aventure humaine vraiment très, très, très touchante. Bah, c'est la partie importante quand on réussit en ligne, hein. C'est quand on crée une communauté, c'est voilà, qu'on a bien fait les choses et que les gens nous suivent et qu'ils aiment ce qu'on a proposé. Donc, bravo.
Bon, c'est important. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Entrepreneur dans quoi? Entrepreneur plutôt le côté business, mais après, il y a plein de façons d'entreprendre. Hein. Pour moi, c'est euh, la créativité mélangée au réalisme. C'est-à-dire? C'est ne pas copier, Oui. donc être créatif, mais en même temps ne pas penser qu'on a une idée révolutionnaire entre les mains sans vrai... En fait, garder les pieds sur terre. Parce que j'ai vu des gens créatifs, mais qui l'étaient en pensant qu'ils avaient l'idée du siècle, et malheureusement, peut-être que ça l'était, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact auprès d'un public. Ils ne trouvent pas de public. Donc, c'est dommage pour eux. Donc, être créatif, mais en même temps réaliste. Et je suis sûre que quand on est créatif, et on peut tout à fait se créer son propre chemin. Voilà, moi je prône la créativité plutôt que la copie. D'accord. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors moi je suis une fausse entrepreneur parce que, enfin je suis vraiment très entrepreneur, mais en même temps je suis pas du tout dans ce monde-là Bah, de sinon, tout ce cite qui est... d'autres livres, ouais. hein, parce que j'ai déjà eu des romans et d'autres choses, hein, c'est pas gênant. Bah, lisez Germinal hein, ou Zola, puis ça c'est bien, ça rend humble. Ah, c'est ce que j'allais dire. Là, on descend sur Terre. Là, ouais, Ok, bon, ben, Voilà, juste garder toujours les pieds sur terre. Ok, j'aime bien les Zola. Ah ouais, t'es vraiment littérature française scolaire, on va dire. Je pense que ça, tout le monde les a lus, forcé ou pas. Ok. Voilà. Quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? L'organisation. Oui, t'es pas organisé. On m'a dit souvent que j'étais une fausse désorganisée, qu'en fait, mine de rien, je suis dans un gros bordel, mais organisée parce que sinon, j'aurais pas pu réussir comme ça. Je sais pas, je doute encore. Tu verrais mon bureau là? Non, mais c'est une bonne nouvelle. Moi, je voulais pas te le dire, mais bon, on m'a toujours dit que quand si on arrive à se débrouiller comme ça, c'est pas mal. Et c'est souvent une qualité alors bizarrement, des bons vendeurs et des bons entrepreneurs. Donc toi, tu n'aimes pas la vente, entre parenthèses, même si je pense que tu es une bonne vendeuse, mais pas celle que tu crois ou tu n'as pas l'image du vendeur. Mais en tout cas, ouais, bizarrement, dans le chaos, on arrive à se débrouiller. Donc c'est parce qu'on a trop d'idées et qu'on a part un peu dans tous les sens. C'est ça. Ou à moins que demain, tu sois organisé, que tu as pris plusieurs assistantes et tu as une équipe. Donc voilà. Mais je crois que c'est déjà en cours. Mais tu sais, quand on s'est penché surtout sur le copywriting là pour la formation qui va sortir, bah, en fait, on s'est rendu compte que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était complètement inconsciemment, hein, parce que j'avais pas de notion en copywriting, mais toute ma manière de communiquer depuis le début était hyper copyrightée sans faire exprès, parce que j'ai une écriture très liée avec où j'interpelle le public, où j'ai toujours écrit, enfin pendant très longtemps, les articles moi-même, ce qui fait qu'il y avait vraiment une ligne éditoriale avec un style très particulier, de l'humour. Et sans faire exprès, en fait, oui, sans faire exprès, je suis une très bonne vendeuse. Bon, ben c'est très bien. Comme quoi, voilà, on n'est pas toujours vendeur né, mais il faut juste, quand on a besoin de vendre quelque chose, on le vend. Ben, Lucie, grand merci. Je mettrai donc Un tous les grand liens merci en à bas. toi, Thierry. Et puis, je te réinviterai pour tout ce qui est et bio, éco et social, on va dire. Et moi, je t'inviterai pour manger des fromages de chèvre et de brebis Avec grand plaisir. dans les Cévennes. Je suis plus Voilà, végétarien, je suis plus vegan, donc je peux manger du fromage. Parfait. super. À bientôt. Merci, Thierry. Ciao. Bonne journée à toi. Ciao. Merci à toi donc d'avoir tenu jusqu'au bout. Donc j'espère donc que tu es content donc du contenu que tu as proposé donc Lucie. Donc je vais donner donc les liens pour aller donc suivre toutes ces formations et ces sites hein, si tu veux avoir donc plus d'informations sur le métier donc de rédacteur web et devenir rédacteur web ou sinon donc utiliser donc les services de Lucie ou des personnes qu'elle a formées. Donc tu peux aller donc sur formation-du6rédaction-du6web.com, donc formation-du6rédaction-du6web.com. Donc elle a donc plusieurs informations et aussi donc toute son équipe. Tu peux sinon ensuite aller donc comme on en a parlé dans l'épisode sur la rédaction du web.fr
où donc tu verras aussi son équipe et puis pouvoir donc booker une de ses rédactrices. Et sinon donc on avait parlé aussi donc de Celle qui ose, de son associé, donc Celle avec un S tiré du 6 qui tiré du 6 ose.com, ose bien sûr au pluriel. Donc merci à tous donc, d'avoir suivi cette émission. N'hésite pas à me donner plus d'informations si tu veux à rajouter des éléments à cet épisode, mettre un commentaire, partager, aller sur Shopify et iTunes qui sont les grands patrons en fin de compte avec YouTube. Donc mettre un like, un dislike si t'aimes pas, dire si tu veux donc d'autres invités, voilà. N'hésite pas aussi donc à m'envoyer des invités sur contact@henri-du6henri.fr. Et puis moi je te dis au prochain épisode, donc la semaine prochaine. Ciao ciao.